Vous retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Léon Bloy, avec François Angelier, auteur et producteur à France Culture. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, je vous propose de découvrir un écrivain catholique, pas bien catholique, je veux dire Léon Bloy. Né en 1846 et mort en 1917, il a une vie, il faut dire, un peu terrifiante. Après une scolarité désastreuse, il devient petit employé de bureau dans une compagnie ferroviaire, puis se convertit au catholicisme sous l'influence d'un autre écrivain infréquentable, Jules Barbet d'Aurevilly. D'une intransigeance farouche, il se brouille avec quasiment tout le monde et ne réussit pas bien dans le métier qu'il voudrait faire, le journalisme. En 1877, il vit avec une prostituée et sa relation se métamorphose en une sorte d'odyssée mystique, délirante au sens propre, puisque sa compagne finit internée dans un asile psychiatrique. Il connaît ensuite une vie d'extrême pauvreté, émaillée par une série de livres largement autobiographiques ou de recueils d'articles polémiques, dont l'énumération des titres donne bien le ton: Le désespéré, La femme pauvre, Sueur de sang, Léon Bloy devant les cochons, Celle qui pleure, et surtout ce qui est sans doute le plus beau titre de toute la littérature française, Belluaire et Porcher. Pour découvrir cette âme de feu qu'était Léon Bloy et son style foudroyant, un invité, François Angelier, bonsoir. Bonsoir. François Angelier, vous êtes auteur, vous connaissez très bien Léon Bloy, vous êtes spécialiste de Léon Bloy. Spécialiste, je n'irai pas jusque-là. N'ayons pas peur. Il y a des spécialistes, mais... Et vous êtes producteur à France Culture, et je dois dire, je suis un inconditionnel de votre émission. Merci. Qui s'appelle Mauvais genre. Alors peut-être, oui, voilà, dites-nous ce que c'est que mauvais genre. Alors, et comment on passe de mauvais genre à Léon Bloy. Ah, c'est tout naturel. Mauvais genre depuis 26 ans sur France Culture. C'est un magazine hebdomadaire d'actualité de la culture de genre. Alors d'un côté, on fait l'actualité du polar, de la bande dessinée, de la science-fiction, de l'érotisme, de tout ce qui est genre, qui répond à cette appellation. Et puis il y a aussi le mauvais genre, c'est-à-dire le mauvais genre en un seul mot presque, c'est-à-dire tout ce qui est marginal, sulfureux, interdit, angoissant. Donc on essaie de concilier une actualité éditoriale et puis des vibrations venues peut-être très souterraines. Alors, Léon Bloy, il est mauvais genre ? Léon Bloy totalement mauvais genre. Est mauvais genre par, oui, bien sûr, par ses positions théologiques, par son mode de vie, par son écriture, par la manière qu'il a de vivre sa foi et d'incarner la quête de l'absolu. Oui, il a été mauvais genre. Il s'est rendu insupportable à ses contemporains avec beaucoup de méthode, d'énergie et de compétences. Voilà. Alors, peut-être on va suivre la vie de Léon Bloy et ensuite on va regarder son œuvre à mesure, en fonction de l'avancée de sa vie. Peut-être la première, comme toujours, petit Léon Bloy, a-t-il eu l'enfance malheureuse qui convient à celui qui veut se lancer dans le mauvais genre, justement ? Oui, Léon Bloy a une enfance qui est, d'une certaine façon, assez caractéristique des enfants de la Troisième République. Il a un père qui est conducteur de travaux pour la Compagnie des chemins de fer d'Orléans, qui est franc-maçon, qui est rationaliste, qui est un admirateur de Benjamin Constant, donc un père... autoritaire, dogmatique, qui sait ce qui est le bien, ce qui est le mal, et puis une mère d'origine espagnole qu'il appelle une croyante des anciens jours, qui est une femme au contraire pieuse, très pieuse, excessivement pieuse, qui vise un peu une sorte de sainteté, qui souffre évidemment de la sorte d'athéisme de son mari et qui fait en sorte que son fils, ce qui ne sera pas le cas, échappe à cela. C'est un peu le même cas pour un Louis Massignon, par exemple. Donc l'enfance de Bloy, elle se passe dans ce milieu familial. Il a un frère, Georges Bloy, qui deviendra, vous l'avez dit, militant anticolonialiste, et ça se passe mal. Il grandit à Périgueux et il est évidemment inscolarisable, comme le sera Bernanos, son disciple. Il est totalement inscolarisable. À un moment, il est même renvoyé du lycée parce qu'il s'était défendu de l'assaut de ses petits camarades avec un couteau. Donc voilà, c'est quelqu'un qui ne fait que passer dans l'institution scolaire et pour qui elle ne représente pas grand-chose. Vous avez dit Bernanos, c'est surprenant parce que Léon Bloy, donc il naît en 1846, c'est pas un homme de la Troisième République, c'est un homme du Second Empire. Enfin, il naît sous Louis-Philippe, mais on est
il est très moderne par rapport à ce qu'on imagine du Second Empire. Oui, absolument. Non, mais je veux dire, c'est une situation qui sera celle de la Troisième République, mais qui est déjà présente au sein du 19e siècle français. Le mari voltairien, athée, laïque, positiviste, et la femme, la femme, au contraire, la mère de famille, tournée vers la Vierge Marie, les pèlerinages, les médailles, la dévotion. Ça, c'est un modèle, une espèce de dimorphisme sexuel, comme disent les historiens, qui vaut pour tout le 19e siècle et qui alors s'imposera sous la Troisième République. Mais les Blois sont tout à fait comme ça. Donc François Angelier, il naît donc 1846. Il est catholique ou il n'est pas catholique? Il est de formation catholique, mais de cette espèce de catholicisme un petit peu contraint et qui ne fait pas l'unanimité familiale, quoi. Donc oui, il y a un catholicisme, mais qui pour lui n'est pas véritablement fondateur et fructueux. Alors comment est-ce qu'il se convertit justement? Alors, il se convertira de manière singulière quand il va à Paris pour justement trouver un emploi après. Trouve un emploi à la chemin de fer du Nord, là où son père lui avait trouvé un emploi de dessinateur, puisqu'il a eu dès l'enfance un grand talent de dessinateur. Il a laissé un autoportrait très étonnant, et donc il est un petit peu dans les milieux du dessin industriel. Il finit par se fâcher, bien sûr, avec ses employeurs. Il se retrouve sans rien. Et là, il y a une rencontre qui est vraiment une rencontre fondatrice, qui est presque comme une apparition, une révélation. C'est celle de Barbey d'Aurevilly. Et Barbey d'Aurevilly, un jour, Blois est dans la rue. Alors, l'histoire est racontée sur un mode un peu mythique et légendaire. Blois serait en train d'aller fourguer chez un revendeur un Voltaire complet. Une œuvre complète de Voltaire. Donc, on voit déjà. Oui. Bon. Et puis, bon, il est avec sa brouette. Et là, apparaît brusquement devant lui Barbey d'Aurevilly. Et Barbey d'Aurevilly, il faut bien se représenter. Oui, qui c'est ? Qui est un personnage extraordinaire, qui est lui aussi un disciple de Joseph de Maistre, qui est un catholique fracassant, qui est un homme qui défend, je dirais, les vertus monarchistes et catholiques de l'ancienne France, avec en même temps un goût extrêmement prononcé pour le soufre, pour une espèce de descente aux enfers de l'âme humaine. Il a écrit, Barbey d'Aurevilly, que le catholique n'avait pas à avoir peur de rien. Avec le catholicisme, on peut tout dire de tout le monde et on peut tout faire. Donc tous les romans de Barbey d'Aurevilly, des recueils de nouvelles comme Les Diaboliques, Un prêtre marié, Une histoire sans nom, sont des histoires absolument effroyables, qui mettent en scène des prêtres apostats, qui mettent en scène des missionnaires violeurs, qui mettent en scène des personnages totalement hors d'eux-mêmes, mais avec justement toujours cette armature de la foi chrétienne. Et Blois, donc, voit ce personnage. Et en plus, il faut savoir que Barbey d'Aurevilly n'allait pas dans la rue avec le jus de tabac, c'est-à-dire dans la tenue comme ça de la redingote austère. Il était avec une cape, les chaussures à la poulaine, habillé avec un corset, habillé comme une espèce de seigneur d'on ne sait quelle monarchie. Une espèce, il l'a dit lui-même, d'ailleurs, le chevalier d'une monarchie absente, enfin, avec cette espèce de faste comme ça, le Blois. Sidéré, et donc on ne sait pas ce qu'il fait de son Voltaire complet, mais il l'abandonne. Que fait la brouette? Vous voyez, que devient la il l'abandonne, et alors il suit Barbey d'Aurevilly, qui monte à son état, et qui, par un moment, d'Aurevilly se retourne, dit « Mais qu'est-ce que vous voulez, jeune homme ?» Et Blois répond « Vous admirez. » Et alors lui, bon, bah, suivez-moi, on va chez moi. On va faire un exercice d'admiration. Barbey était journaliste, il a vécu, d'ailleurs, Pierre Glaude a édité, et Catherine Maillon a édité les centaines d'articles aux belles lettres dans des gros volumes rouges. L'œuvre critique de Barbey d'Aurevilly, il vivait de sa plume comme critique, et critique à coups de fouet, de la littérature, de l'histoire, de l'actualité du 19e siècle. Et donc Blois entre d'une certaine façon en religion avec Barbey d'Aurevilly, puisque la foi qui sera celle qui formera Léon Blois sera celle de Barbey, c'est-à-dire une foi mystique, victimaire, doloriste, qui n'est pas du tout la religiosité tempérée et les dévotions bourgeoises auxquelles on était habitué, qui est au contraire celle des grandes mystiques, des gens écartelés par la foi, le désir d'absolu et le désir de Dieu. Et donc c'est à partir de là que Blois apprend tout de Barbey. Autant sa période scolaire n'a compté pour rien, autant avec Barbey, il découvre la littérature, il s'auto-enseigne le latin, et il devient véritablement un apprenti écrivain sous le chaperonnage de Barbey d'Aurevilly. Et ça l'a, d'une certaine façon, ça lui a sauvé la vie, puisqu'avant il était
tentation anarchiste, socialiste révolutionnaire, proche de Vallès et tout ça. Et là, brusquement, il est sur des rails qui ne changeront pas. Justement, ce catholicisme-là, qui est très spécifique, on a une image du 19e siècle avec un catholicisme pesant. On a l'impression qu'il y a un package, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans ce catholicisme-là, c'est à la fois le côté bourgeois. On voit bien que Barbet n'a pas du tout une vie bourgeoise. Enfin, non, comment on peut l'expliquer? C'est une sorte de spécificité, il vient de nulle part, ou au contraire, on peut le rattacher à un courant? Oui, c'est un courant sans en être un. Ça n'est pas une école, ça n'est pas une tendance, c'est une sorte... Émile Poulain, grand sociologue du catholicisme, appelait ça une famille d'esprit qui s'origine dans, je dirais, la philosophie contre-révolutionnaire de Mestre, essentiellement. Donc ils sont très à droite, très Joseph conservateurs. Oui, mais comme les messes, c'est pas Bonald. Hein. Oui. C'est pas les blancs légitimistes qui finiront par, grosso modo, s'intégrer dans le paysage. C'est une espèce de solitude prophétique d'un personnage qui est totalement en lutte contre son temps, mais qui en a une vision totalement éclairante et extraordinairement novatrice. Il faut lire Joseph de Maistre. Oui. Qui annonce Marcel Mauss et Georges Bataille. La réflexion de Mestre sur la violence dans l'histoire, aujourd'hui, elle n'a pas changé. Donc, si vous voulez, c'est pas du conservatisme, c'est du légitimisme à l'état sauvage, si je dirais, comme à propos de Claudel et de Rimbaud et par Claudel. Et donc, c'est cette tradition donc, qui passe et que Barbet, d'une certaine façon, assume, puisqu'il était lié à la famille de Mestre, que Blois reprend via Barbet, qui sera également celle d'un Joris Karl Huysmans, qui sera aussi celle de certains auteurs fin de siècle. Donc Huysmans, c'est à rebours, oui, à rebours, là-bas, oui. et puis tout le dernier Huysmans, le cycle de Durtal, la cathédrale, En route, l'Oblat, qui est aussi un catholicisme. Alors, Huysmans, vous allez me dire, mais attendez, Huysmans, il y a un petit problème, c'est pas un clochard céleste. Ben non, il était chef de service au ministère de l'Intérieur. Mais ça n'empêche que le personnage était totalement atypique et marginal au sein de l'institution et au sein de l'État, fonctionnaire. Et donc voilà, Huysmans. Et après, le grand héritier, Claudel s'orientera vers tout à fait autre chose. Il y aura chez Claudel une volonté de ne pas assumer cet héritage, cette espèce de victimologie sanguinaire et doloriste. Ce sera tout à fait autre chose, Claudel. Mais Bernanos, par contre, assumera tout cela, et avec lui, Louis Massignon. Donc c'est une famille d'esprit qui va, c'est la ligne M qui va de Mestre à Massignon, ou la ligne B qui fait Barbet, Blois, Bernanos. Et là, vous avez vraiment une cohérence, un héritage, une transmission et une homogénéité, avec des variations bien évidemment, mais qui est tout à fait étonnante et qui mérite justement vraiment qu'on s'y retrempe. Et Blois va, parce que s'affilier à cette ligne M ou cette ligne B, comme vous dites, François Angelier, c'est aussi vivre une vie un peu marginale. Enfin, vous avez dit que Huysmans, c'était une grande famille, et puis voilà. Mais Barbet a une vie un peu... Barbet était un journaliste, une grande famille bourgeoise normande. Voilà. Il vivait du journalisme et de ses ventes, enfin, je veux dire... Mais il vivait. Oui. Blois va entrer dans... Bernanos, c'est plus compliqué. C'est ce genre... Bernanos, c'est autre chose. Il est d'une origine, je dirais, bourgeoise. Son père était un self-made man, tapissier décorateur. Donc Bernanos, jusqu'aux années 30, a vécu sans trop de difficultés matérielles. Après la guerre, il est agent d'assurance, tout va bien. C'est simplement quand il décide de couper les ponts avec la société et le monde des lettres que les difficultés matérielles commencent et connaîtront, notamment en Espagne, au Brésil, par moments de forte intensité. Et Blois, c'est pareil. C'est pareil. Blois est quelqu'un qui ne s'intègre dans rien. Alors on tente, effectivement, il était dessinateur industriel au chemin de fer du Nord. Ça ne marche pas. Il est renvoyé parce qu'il ne venait plus ou il ne s'intéressait plus. Enfin, il rêvait. Enfin, il avait la tête ailleurs. Et on sait pourquoi. Donc, c'est vrai que des vis, des boulons... Il y a une ouverture du côté de l'univers. Louis Veuillot le remarque. Louis Veuillot, c'est un quotidien très conservateur. Là, c'était le quotidien des catholiques ultramontains. Voilà. C'était ce qu'on lisait dans les presbytères. C'était les ultramontains avec une tendance monarchiste. Voilà, une tendance monarchiste. Alors. Un philosophe, Blanc de Saint-Bonnet, qui est aussi un grand philosophe de la légitimité et du dolorisme chrétien, enfin,
grande figure qu'on redécouvre en ce moment, auteur d'un livre emblématique que Blois lira et relira et fera presque un livre de chevet qui est La douleur. Blanc de Saint-Bonnet, que Blois avait rencontré via Barbey d'Aurevilly, recommande le jeune Blois à Louis Veuillot. Alors Louis Veuillot voit débarquer cet incendiaire alors il le trouve sympathique parce que Veuillot c'est pareil, c'est quelqu'un qui vient de nulle part. Son père était tonnelier, enfin il s'est entièrement, c'est un converti. Ce qui est important c'est la notion de converti. Ce sont tous des convertis, sauf Bernanos. Et donc Veuillot commence à l'intégrer, lui fait faire quelques articles, mais rapidement on sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Et le milieu veuillotin n'aime pas du tout, qui n'aime pas Barbey, n'aime encore moins Léon Blois. Donc Léon Blois est poussé vers la sortie. Et après, il entame une vie qui ne s'achèvera qu'en 1917, de grandes difficultés matérielles, avec de temps en temps des petites éclaircies. Mais Blois est connu pour cette espèce de souffrance au quotidien, du manque d'argent. C'est un désargenté et une pauvreté intérieure dans laquelle il associera sa femme et ses enfants. Alors il y a cette petite... cette malheureuse expérience, donc en 1877, il fait une retraite à la Trappe, la Grande Trappe à Soligny, et il rencontre une demi-prostituée, enfin on ne sait pas trop bien, qui s'appelle Anne-Marie Roulet, et ils ont une sorte d'amour mystique qui termine. Oui, alors là c'est mal. étrange parce qu'au départ, Blois est client. Oui. Ça n'est pas du tout mystique. Oui. Blois est client, visiblement, d'Anne-Marie Roulet. Et effectivement, se produit cette chose très, très singulière, c'est que il y a une sorte de transmutation. Ce qui était un rapport, d'ailleurs, charnel, un couple, comme il y en avait de gens miséreux, mais bon, devient une sorte de tandem mystique. Et Anne-Marie Roulet devient une sorte de prophétesse, c'est-à-dire entre dans un parcours de foi, de croyance ultra-mystique, millénariste, a des révélations qu'elle transmet à Blois, qui les garde en lui-même, et voit en Blois, et convainc Blois qu'il est pour elle, je veux dire, celui qui doit venir, enfin qu'il est quasiment une sorte de préfigure du Paraclet. Enfin, elle inscrit Blois dans une sorte de paysage mystique apocalyptique, où Blois est véritablement saisi et considère qu'on lui a confié des secrets que nul ne connaît et qu'on lui a remis des clés, enfin je veux dire, on lui a transmis une mission qu'il doit assumer. Et ça c'est tout à fait décisif puisque les poètes ont des muses, les poètes ont des fantasmes, mais là on est véritablement dans une espèce de rapport presque angélique. C'est-à-dire que c'est une sorte de visitation, Massignon parlera d'une visitation de l'étranger, on peut dire que Blois a été visité par Anne-Marie Roulet, qui l'a quand même un petit peu consacré à sa mission. Et il y a une autre rencontre qui est alors un personnage qu'on ne connaît presque pas, enfin qu'on a complètement oublié, René Tardif de Moidret, qui est donc un Alors prêtre. René Tardif de Moidret, on le connaît beaucoup mieux depuis une thèse récente. Qui est paru aux éditions Garnier, donc que je recommande. Ce personnage extraordinaire qui était à la fois pèlerin du Saint-Tombeau, qui organisait des pèlerinages à Jérusalem, et qui était un des derniers tenants de l'exégèse symbolique. C'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas pour la lecture historico-littérale de la Bible, qui voyait dans la Bible une espèce d'extraordinaire constellation de symboles. Comme les pères de l'Église, en fait, voilà, pour aller exactement. Vite. Et qui voyait dans cette espèce de texte biblique une sorte de trésor qu'il fallait décrypter sur le mode du symbole et non pas sur le mode, je veux dire, de l'archéologie et de ce qui deviendra après de Renan et de tout cela. Et donc Blois, il s'était rencontré à Notre-Dame-des-Victoires et Blois devient l'élève de Tardif de Moidret. Alors, événement important, pèlerinage à la Salette, où Blois achève de se convertir dans les trans, comme plus tard Huysmans. Et là, on peut dire que le personnage, parce que c'est pas du théâtre, mais je veux dire, Blois est véritablement constitué. C'est-à-dire, il est né. Le Blois est là, enfin. Vous avez à la fois quelqu'un qui a reçu de Barbey d'Aurevilly l'épée de l'écrivain, c'est-à-dire le langage comme une épée, et cette épée servira abondamment jusqu'à sa mort, et de Tardif de Moidret, un mode de lecture de la Bible et du réel et de l'histoire sur le mode du symbolisme, et la dévotion mariale de la Salette. Donc avec la Vierge de la Salette, Barbey d'Aurevilly et Tardif de Moidret, Blois est désormais
en armes, de pied en cap. La spiritualité bloyenne est là de pied en cap. C'est une spiritualité, enfin pardon de le dire comme ça, François Angelier, c'est pas marrant. C'est-à-dire que même la Salette, on connaît mieux le message de Lourdes, je suis l'Immaculée Conception, et puis voilà. La Salette, c'est celle qui pleure. Alors c'est pas train plus hôtel. Non. C'est pas drôle du tout. Alors la Salette, dans la constellation des 5 grandes apparitions mariales du 19e siècle, la médaille miraculeuse, Pontmain, Lourdes, la Salette. Il vaut mieux aller à la médaille miraculeuse que la Salette, c'est voilà. tristoun. Alors la Salette, c'est, je veux dire, comme on dit souvent, on va à Lourdes, mais on est de la Salette. Oui. La Salette, c'est presque une sorte d'affiliation très spéciale. D'abord, c'est l'apparition des écrivains. Tous les grands écrivains, tous les catholiques qui écrivent des livres, comme disait Bernanos, iront en pèlerinage à la Salette. Certains deviendront des dévots de la Vierge en larmes toute leur vie. Louis Massignon, par exemple. Bernanos, un peu moins, mais la Salette aura sa place. Huysmans se convertira à la Salette, où il sera allé avec l'abbé Boulan. En plus, ils sont toujours amenés à la Salette, les écrivains, par des prêtres singuliers, plus que sulfureux d'un côté, ou totalement millénaristes, des véritables prophètes de l'autre. Et donc la Salette, effectivement, c'est la Vierge qui pleure, c'est la Vierge qui menace, c'est la Vierge de la fin des temps, c'est la Vierge de l'Apocalypse, c'est celle qui rira à la fin des temps. C'est une apparition qui engage l'individu dans une mission d'apostolat qui n'est pas du tout... D'abord, c'est pas une apparition thérapeutique. Non. Y a pas de, on n'en sort pas guéri. Non. Mais on en sort au contraire avivé dans ses souffrances de l'intérieur. C'est l'anti à ce niveau-là. C'est l'anti-Lourdes. C'est l'anti-Lourdes. Tout à fait. Et bon, on peut dire que Blois est totalement conformé par l'apparition de la Salette. Et il écrira d'ailleurs énormément de textes. Il s'y rendra plusieurs fois en pèlerinage avec. Donc il y était avec Anne-Marie Roulet, il retournera avec ses amis les Montchal, avec les Termiers. Enfin, pour lui, ce sera véritablement une sorte de... C'est la source. Donc la Salette, c'est à côté de Grenoble. Hein, voilà, c'est sur les hauteurs de Grenoble, dans le pays dauphinois. Et pour s'y rendre, à l'époque, il fallait... on risquait un petit peu par sa vie, mais... Enfin, si, presque. Et Louis Massignon a transformé le trajet vers la Salette en une espèce d'épreuve, puisqu'il y est allé en plein hiver, il a manqué d'être avalé par les congères, et bon, il en est sorti, mais voilà. Vous avez dit plusieurs fois apocalyptique, etc. C'est pas du tout l'image qu'on se fait du Second Empire, avec des bourgeois satisfaits, qui avaient l'impression que le monde était pour eux. Là, on sent que c'est un petit groupe de gens qui ont l'impression de vivre les derniers temps. Oui, absolument. Alors, la Salette, c'est 1846. L'année de naissance de Blois. Donc, c'est l'année de naissance de Blois. Inutile de vous dire qu'il en tirera des enseignements infinis. On n'est pas encore dans le Second Empire, qui arrivera 5 ans plus tard, et on est vraiment dans une sorte de... Je veux dire, il y a une bourgeoisie qui est une bourgeoisie voltairienne, une bourgeoisie qui accompagne l'industrialisation de la France, qui est... Il y a milieu de l'argent, milieu de la finance. Mais bon, ça, c'est la grande bourgeoisie. Le catholicisme ne cherche pas trop à... comment dirais-je, à faire des vagues. C'est un catholicisme qui est assez consensuel, qui est assez conformiste, qui est bien calé dans les coussins de ses certitudes. Avec Blois, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que là, véritablement, on a des gens qui ont reçu un appel. Je veux dire, ce sont des vocatus, comme disait Bernanos, ce sont des gens qui ont été convoqués. Alors, ils n'ont pas eu d'apparition mariale, mais ils ont écouté les voyants, les apparitionnaires. Et donc, c'est quand même des cas à part. On est là avec des gens qui sont d'une extrême marginalité. Parce que vous avez effectivement une presse, des romans, une littérature et des publications en grande quantité qui vont dans le sens d'un catholicisme tranquille, je dirais... paisible, bourgeois, routinier. Et là, on a affaire au punk de la spécialité, à des gens qui, au contraire, sont des dévots du calvaire. Oui. On n'est pas dans une sorte de... On n'agit pas des palmes comme ça. Là, on est véritablement, on est à Gethsémanie. Oui. Et c'est ce catholicisme de Gethsémanie que tous ces écrivains incarneront après leur conversion. Car ça, je le répète, ce sont des convertis. Oui, ça c'est très important. Alors, bon, on a laissé notre Blois converti à la Salette. Qu'est-ce qui devient ? Parce que, bon, comme je l'ai dit rapidement, l'aventure avec Anne-Marie Roulet-Tournecourt, elle finit par être internée. Il devient enfin bourgeois ? Non, il ne devient pas bourgeois puisqu'il est incapable d'accepter... C'est quelqu'un qui revendique l'absolu.
Il veut vivre selon l'absolu. Y arrive-t-il? Ça, c'est à chacun de le déterminer. Mais il veut vivre selon l'absolu. Il se veut le témoin de l'absolu. C'est l'homme qui a Bible ouverte, comme on dit table ouverte. Il a Bible ouverte. Il lit la Vulgate. Il l'approfondit. Il rentre dans cette espèce de sans-fond, le sans-fond de la Bible, dans cette espèce de mystère insondable du texte biblique. Il dira d'ailleurs, pour moi, tout est là. C'est le silence, c'est ça, Blois. C'est un homme qui est à la fois au café, où il joue aux cartes, aux dés, et qui randonne dans Paris pour trouver de l'argent. Donc il a une réputation de tapeur absolument effrayant. Il trouve des amis, des rares amis qui le soutiennent, le mécène. Mais c'est l'homme qui lit la Bible, et donc qui accepte la misère d'être en rupture avec toute la culture chrétienne, toute la société de l'époque, dans laquelle il n'avait pas de métier. Blois, c'est quelqu'un qui mendiait. En permanence, il se mettait à l'épreuve de la charité divine. Il n'avait plus d'argent et il disait « Que va-t-il se passer? Quelqu'un va venir qui m'apportera de quoi ne pas mourir. » Il attendait et toujours, ça marchait. Quelqu'un arrivait où on se souvenait de lui, où il allait voir quelqu'un. Voilà, bon. Il multipliait aussi les fausses bonnes fortunes, c'est-à-dire les occasions ratées. Il tentait, alors il a fait du journalisme, il a travaillé au Chat Noir, il a travaillé au Gil Blas, il y a quand même eu mais à chaque fois, la déception, les fâcheries, des crises internes faisaient qu'il repartait dans sa solitude. Il finit par se marier, avoir des filles. Et tout. Il est toujours... Mais je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et je pense qu'il en va de même pour Bernanos. C'est des gens qui considéraient qu'être dans la main de Dieu, c'est-à-dire dans une espèce de dépossession totale. Je n'ai pas de métier qui m'assure un fixe, comme on dit. Oui. Je n'ai pas de rente. Je n'ai pas d'une fortune qui travaille pour moi. Je suis seul, enfin j'ai une famille, mais je suis dans la solitude. Je suis sous le regard de Dieu et j'attends tout de Dieu. Et si Dieu veut que je meure avec les miens, je mourrai. Bernanos, c'est pareil. Quand Bernanos part aux Baléares, à Majorque, il arrive avec un dossier de manuscrit sous le bras, une valise, et puis une malle, c'est tout. Ils ont tout abandonné en France et tout. C'est des gens qui ont le besoin, on peut dire, de cette mise à l'épreuve permanente. De tester la providence, en fait. À ce niveau-là, c'est l'anti-Huysmans. Il y avait le salaire qui tombait du ministère de l'Intérieur, ou l'anti-Claudel, qui avait des évoluements de diplomates avec toute la hiérarchie. Mais bon, on ne peut pas dire d'ailleurs qu'il y a un choix. Il y a le bonne et la mauvaise conduite. C'est un choix existentiel. Et c'est une orientation spirituelle. Voilà. Comme ça, Benoît Labre. Oui, avec ce côté, oui, c'est très bien Saint-Benoît-Labre. Avec ce côté un peu différent par rapport à Saint-Benoît-Labre, c'est je suis très énervé. C'est-à-dire je tonne contre la société. La colère. Je suis très en colère. La colère, parce que le fait de se revendiquer de l'absolu fait que la colère est permanente. Je veux dire, quand on se veut le témoin, le pèlerin du Saint-Tombeau, le témoin en ville, parce que Blois n'a quasiment jamais quitté Paris, enfin, Paris à sa banlieue. Quand on se veut le témoin de la Vierge de la Salette, l'homme qui est au pied de la croix en permanence, on ne peut qu'être en colère par rapport justement à la pauvreté, par rapport à la justice, à la misère. Et Blois a vécu parmi les plus pauvres, et pour témoigner justement de cette pauvreté, avec une colère permanente à l'égard de ceux qui s'enrichissent aux dépens des autres, de ceux qui ignorent la pauvreté, et qui d'autant plus quand ils sont croyants. Alors, le clergé en faisant partie, puisque bien évidemment... Bernanos, là aussi. Voilà, tout à fait. Le clergé qui est au service de la dignité bourgeoise, la bourgeoisie elle-même, une espèce d'aristocratie falote, tout ce monde-là est honni par Léon Blois, mais de façon quotidienne, méthodique, permanente. Son journal... Alors ça, c'est la chose à conseiller. En témoigne en permanence, oui, qu'ils vivent à Paris ou qu'ils vivent en banlieue. Donc le journal qu'il publie par petites tranches, par exemple le titre que j'avais donné, Léon Blois devant les cochons, c'est en fait Alors les cochons, c'est le symbole, je dirais, de l'assoupissement mental c'est ça. Et d'une espèce de rondeur un peu bourgeoise qui pour lui était... Mais en plus, il s'excusait auprès des cochons. Alors c'est de la littérature, du coup. Est-ce que justement la colère se dit dans la phrase? Est-ce qu'on sent que c'est... Enfin, est-ce que c'est un style particulier, Léon Blois? Alors Léon Blois, c'est d'abord et avant tout un style.
et une langue. Blois, c'est une langue qui est héritée, on peut le dire, quasi en totalité de Barbet, mais c'est un Barbet qui a été retravaillé. La phrase de Léon Blois, c'est comme une espèce d'épée à deux mains. Vous savez, les épées des reîtres, là. C'est une épée à deux mains, avec des barbelures, avec des choses... C'est pour faire une mal. épée pour donner l'assaut et pour blesser gravement. Et donc, c'est une écriture... D'abord, c'est d'une drôlerie dans l'attaque, dans la caricature, dans la charge. Il faut voir d'ailleurs, il faut s'entendre sur le mot caricature. C'est parfois insoutenable. La drôlerie du texte de Blois, faut faire attention, peut vous mener dans une espèce de rire inextinguible. Vous pouffez, ça, je témoigne. Vous pouffez en lisant... Ah ben, c'est plus que pouffer. Oui. On n'en peut plus de rire. D'accord. Le portrait de ses contemporains, c'est extraordinaire. Et c'est une phrase qui est, comment dirais-je, extrêmement travaillée, latine sur certains plans, totalement orfévrée, enrichie d'adjectifs, de néologismes, et qui est en permanence une phrase qui est tournée vers l'assaut. À aucun moment on est dans une sorte de délectation littéraire, de contemplation gratuite. Blois, soit c'est le Blois écrivain, soit c'est une espèce de descente aux enfers, le questionnement théologique, le questionnement mystique, soit c'est la dévastation. Il était fasciné d'ailleurs par les massacres, les tueries, les morts empilées, les périodes de l'histoire où justement la violence submergeait la société, fin du Moyen-Âge, Révolution française, période byzantine, cette espèce où le sang littéralement noyait les rues et les demeures. Sur le plan métaphorique, parce que c'était l'homme le plus paisible du monde. Il vivait en famille à Montmartre ou ailleurs, mais jamais vous allez retrouver Blois couvert de sang pour avoir... si jamais on venait le chercher, on le trouvait. Et cette violence qu'il a, d'une certaine façon, concentrée, focalisée comme un paratonnerre dans son langage, est encore aujourd'hui une des choses les plus extraordinaires qu'on puisse lire en langue française. Parce que c'est une phrase, vous dites... On peut retrouver ça aussi chez Bernanos, qu'on connaît mieux. Donc c'est pas pareil, Bernanos. Mais justement, ce qui est fascinant, c'est ce côté très précieux de la langue aussi. Voilà, absolument. C'est beaucoup plus travaillé, on est dans une compliqué. esthétique fin de siècle. Voilà. Si vous voulez, il y a au départ, là, bon, je le disais, il y a Mestre. La phrase mestrier est une phrase latine, ramassée, concentrée. À la Chateaubriand. Un peu, ouais, mais encore plus dur. Ouais. Après, il y a Veuillot. Et Veuillot, qu'on oublie complètement aujourd'hui, qui mériterait une émission. Ah ben, écoutez, Louis Veuillot... Vous avez votre ronde de serviettes, venez la prochaine fois. Le plus grand journaliste catholique du 19e siècle, un homme qui a marqué 36 volumes d'œuvres complètes, c'est absolument énorme. Personnage qui aujourd'hui est oublié parce qu'il représente un catholicisme dont on ne veut plus entendre parler, qui lui aussi est assez bourgeois, ça il faut le dire quand même. Mais il y a un style Veuillot, qui est le style Les odeurs de Paris, Les parfums de Rome, Paris pendant les 2 sièges, qui est un style extrêmement polémique, violent, agressif, d'une méchanceté, d'une drôlerie. On est déjà dans cette, je dirais, dans cette offensive un petit peu que Blois reprendra et accentuera encore. Alors Bernanos retrouvera le style veuillotin et bloyen, mais d'une manière différente, puisque la phrase bernanosienne, d'une certaine façon, Bernanos fait entrer Blois dans le XXe siècle. Tout ce qui était l'extraordinaire préciosité, richesse... Belluaire et Porcher, qu'est-ce qu'un Belluaire ? Voilà, c'est ça, de Blois. Bernanos va d'une certaine façon encore tout reconcentrer, et c'est comme j'ai pu l'écrire, autant Blois c'est l'épée à deux mains, autant Bernanos c'est le sabre d'abordage ou le poing américain. C'est une phrase courte, ramassée, ultra violente, qui tape peu, mais qui sait où viser. Et d'une certaine façon, Bernanos récapitule et repropulse Blois, mais c'est l'héritage bloisien. Est-ce que vous diriez que c'est du grand Guignol, qui a quelque chose... Ah non, il aime le côté morbide, cette esthétique un peu... Alors, d'une certaine façon, oui. Vous voyez où je veux en venir. Le Grand Guignol, qui était ce théâtre extraordinaire du Passage Chaptal à Paris, où on le représentait sur scène avec des effets spéciaux un peu sommaires, des choses absolument épouvantables. Non, Blois, qui est un homme extrêmement conscient de tout. Enfin, je veux dire, faut pas s'imaginer Blois comme un personnage submergé par une colère ou par la bile ou par la tristesse et puis qui écrit comme ça lui vient. Pas du tout.
Blois, c'est quelqu'un qui agence sa phrase, qui construit ses livres, qui place ses mots. C'est extrêmement savamment construit. Et quand il fait du Grand Guignol, parce qu'il a écrit des histoires qui sont l'histoire désobligeante de Blois, c'est à lire, c'est extraordinaire. Sueur de sang, témoignage de son engagement pendant la guerre de 70, où il était dans les corps francs. C'est une chose qu'il faut aussi ne pas oublier, il a fait la guerre. Quand il fait du Grand Guignol, il sait qu'il en fait. Et il en fait avec une espèce de réjouissance amusée, mais il sait qu'il en fait. Ça n'est pas du Grand Guignol, je dirais, spectaculaire pour le plaisir, ni un Grand Guignol malgré soi. De temps en temps, il place des effets qui sont ceux-là. Alors on avance parce que l'émission file. Il y a ce texte, alors très compliqué à lire actuellement parce que il a failli être interdit récemment, le salut par les Juifs, qui en fait, vu de notre modernité, n'est pas aussi philosémite qu'il en a l'air, mais qui, pour l'époque, est extrêmement novateur. Alors il faut expliquer C'est-à-dire que tous les écrivains de cette époque, c'est-à-dire de 1850 à 1950, ont connu, par rapport au judaïsme, un parcours et une évolution qui est à peu près tout le temps la même. Enfin, il y a des grandes variations selon les uns et les autres, néanmoins, mais bon, il y a une espèce de... Il y a un problème, là, il y a quelque chose. Alors, quelqu'un comme Louis Veuillot, qui s'est beaucoup dépensé au moment de l'affaire Mortara, là, le film de Bellocchio, là, lui était un Mortara, c'est encore un de ces... Voilà, c'est cet enfant juif converti, qui a été baptisé contre la volonté de ses parents au moment d'une épidémie par une servante chrétienne. Bon. Et qui finit et ça a donné un scandale international. Et Veuillot, évidemment, a défendu le pape. Il était là pour ça. Mais était sur un mode anti-talmudique, si vous voulez. C'était un peu une espèce d'anti-judaïsme. Barbé d'Aurevilly, à ma connaissance, n'a jamais donné ni nourri de discours sur le judaïsme ou les juifs de façon notable. Alors, Blois, c'est différent. Parce que Blois, au départ, il y a l'apparition de Drummond. Drummond, donc le fameux antisémite. Voilà, la fondation de l'antisémitisme d'opinion en France, c'est Drummond et la France juive. Et Blois est dans un milieu qui est un petit peu proche de Drummond à l'époque. Donc, certains textes de Blois témoignent d'une aspiration qui est celle de Drummond. Dans Le Désespéré, il y a un dentiste juif qui est représenté sous une forme personnage évidemment assez caricatural, violemment caricatural. Mais c'est un premier état, je veux dire, de l'évolution de Blois. Blois, après, se détache de Drummond, parce qu'il voit que Drummond transforme, je dirais, ce qui au départ pouvait paraître pour une croisade individuelle, comme ça, c'est ce que fera Bernanos, dans La Grande Peur des Bien-Pensants, salement le guerrier solitaire et courageux. Et Blois voit tout de suite que après, on rentre dans une sorte de procédé, on crée une espèce de petite PME de l'antisémitisme. Oui, un journal, la libre parole, on vend de la propagande, on vend de l'idéologie, on n'est plus du tout dans ce qui était au départ et qui, pour Blois, semblait un personnage assez saisissant, enfin assez étonnant. Et après, on voit évoluer Blois d'une façon très, très étonnante parce qu'il devient véritablement... Il pose la question du judaïsme et de l'existence historique du peuple juif d'une façon qui est totalement unique, c'est-à-dire la phrase célèbre « Les Juifs barrent l'histoire pour en élever le niveau ». Le destin des Juifs comme une digue qui barre l'histoire pour en élever le niveau. Il se dépasse vers une sorte de lecture totalement mystique, millénariste du judaïsme et des Juifs. Et donc, il en vient à les considérer comme vraiment comme les élus de la promesse, ce qui, à l'époque, dans les milieux catholiques, était quand même une rareté, puisque l'antisémitisme il circulait avec une espèce de naturel assez évident. Il n'y a qu'à lire La Croix de l'époque ou les autres journaux. Pendant l'affaire Dreyfus, Blois... on ne peut pas dire qu'il est dreyfusard, mais il croit en l'innocence de Dreyfus. Il est hostile à toutes les manigances du haut état-major de la bourgeoisie catholique. Il l'écrit. Et après, on arrive au salut par les Juifs, où justement là, contre Drummond, il donne du judaïsme une vision qui est totalement, je veux dire, mystique, qui est totalement apocalyptique et qui considère qu'il en va du judaïsme comme d'une sorte de mission historique que les catholiques doivent prendre en compte et qui est quand même l'essentiel. Et ça va même encore au-delà, puisqu'on a des lettres, notamment une lettre à pas une dirigée, mais presque, quelqu'un avec qui il était en contact, qui visiblement était
s'orientait vers l'antisémitisme. Il lui écrit ces textes qui restent extraordinaires, mais imaginez que il lui dit, mais le Christ est juif, les apôtres sont juifs, nous sommes en plein milieu, le catholicisme sort du judaïsme, et pétri de, je veux dire, oui, charnellement, du judaïsme historique. Ce qu'on va découvrir vraiment dans les années 1950. Absolument, et ça c'est déjà dans la correspondance de Blois, et il dit, mais comment dirais-je, témoigner de l'antisémitisme et se dire chrétien, c'est grosso modo flageller la face de Marie ou insulter le Christ, insulter la mère du Christ devant lui. Enfin, il y a une espèce de... Donc, la vision bloyenne du judaïsme est tout à fait étonnante, et on peut dire qu'elle est totalement révolutionnaire, puisqu'elle va d'un antisémitisme d'époque à une vision totalement décantée et transfigurée. Pourquoi il est un peu difficile à lire, ce texte-là, le salut par les Juifs? Parce qu'il y a eu une petite... il est difficile à dire parce que... Dans notre modernité. Oui, parce qu'il y a dedans notamment l'évocation du marché aux puces, on va dire, de Hambourg, avec des trimardeurs, avec des brocanteurs juifs dont il donne une vision. Mais Blois s'explique... Ce sont des moments de son texte, on peut ne pas être d'accord, certains ne sont pas d'accord, où Blois tente d'une certaine façon de saturer son texte d'antisémitisme pour le mieux le purger. Il fait de l'antisémitisme pour mieux s'en guérir. Alors ça, on peut dire, oui, c'est pas un peu facile, jeune homme. Vous allez un peu vite. Si c'était aussi simple, il y a longtemps qu'il... Mais bon, moi je pense que c'est ça. D'ailleurs, il le dit, il utilise d'ailleurs un argument de saint Thomas pour montrer qu'il est conscient. Blois est toujours conscient. Alors évidemment, après, il a des problèmes avec le grand rabbin, parce que le grand rabbin, quand il lit son texte, il l'envoie au grand rabbin, il dit, oui, dites donc, quand même. Oui, mais je voulais vous expliquer. Il n'arrive pas à se faire comprendre, mais c'est extrêmement intéressant de voir cette... Oui, parce qu'on ne peut pas douter de la sincérité de Léon Blois. Ah non, ça on peut douter de ce qu'on veut, mais pas de la sincérité de Léon Blois. On peut effectivement pointer le fait qu'il allait pas mal au café quand on lit son journal intégral. Et non, mais sur le judaïsme, je voulais dire. Mais sur le judaïsme... Non, de toute façon, on ne peut jamais douter de la sincérité de Blois. C'est quelqu'un qui a... Vous savez, c'est la phrase de Bernanos, « Mes livres n'ont pas à avoir honte de ma vie ». C'est une belle phrase. Oui, c'est exactement la même chose pour Blois. Ses livres n'ont pas à avoir honte de sa vie, puisque la vie de Blois ressemble à ses livres, et qu'il y a une sincérité permanente, et qu'il est vécu au risque de ses livres, de cette façon. Alors on arrive à la fin de l'émission, il reste une dizaine de minutes. François Angelier, la guerre, ça c'est un Blois déjà âgé, hein, il est même très âgé. Et alors, est-ce que c'est finalement une bonne nouvelle pour lui, d'une certaine façon? Parce que voilà enfin l'apocalypse qui débarque. Justement, non. Puisque Blois, on l'a dit, a fait la guerre de 70 dans les corps francs, il était très jeune, et il l'a fait au premier rang. Oui, donc il sait ce que c'est. Il a un tempérament de belluaire, c'est-à-dire de gladiateur, de guerrier. Enfin, vous nous donnez la définition de belluaire. Quand on y va, on y va. Le belluaire, celui qui s'occupe des fauves. Donc il y allait en fauve, il y allait méchant. Bon. Et évidemment, quand arrive 1914, c'est un vieil homme qui est malade, qui vit donc pour la reine, qui vit en famille. Donc il est évidemment exclu, qui s'engage de quelque façon. Et par contre, il est attentif, comme il a été toute sa vie, heure par heure, aux événements. Blois est un homme qui vivait dans l'obsession des signes et de l'imminence de l'apocalypse. Oui. Et tout pouvait faire signe, que ce soit l'éruption volcanique, une conduite de gaz qui explosait, la mort de Bono, où il vivait dans... Et pour lui, évidemment, la Première Guerre mondiale, depuis les 3 dernières années de sa vie, était quelque chose d'apocalyptique, spontanément apocalyptique. Ce qui est normal, oui. C'est la fin des temps, puis en plus c'est la croisade. C'est Armageddon. C'est la fille aînée de l'Église contre l'Armageddon, contre les barbares germaniques. Il y a une dimension d'Armageddon complet. Blois dit non. Des millions d'hommes qui meurent, tout cela est parfaitement banal. C'est atroce. Il a eu des deuils d'ailleurs parmi ses proches, les amis, Bon, il a souffert, il a pris sur lui la souffrance de ses amis, de disparus, de morts au combat. Mais pour Blois, ça n'est pas l'apocalypse. L'apocalypse, c'est autre chose. Tout cela, ça n'est qu'un massacre de plus, ça n'est qu'une montagne de morts de plus dans l'histoire du monde qui s'ajoutera aux morts de la guerre des guerres napoléoniennes.
il a écrit un livre sur l'âme de Napoléon. Ça s'ajoutera aux morts de la Révolution française, aux morts du Moyen-Âge, de la Grande Peste, ça s'ajoutera aux morts de Byzance, ce sera une pile de morts de plus, mais ça n'est pas l'Apocalypse, ça n'est pas le Paraclet, parce que c'est encore autre chose. Et il faut qu'il y ait un témoignage, une sorte de, je dirais brusquement, de déchirure fondamentale, spirituelle, que Blois ne voit pas dans la Première Guerre mondiale. Oui, et c'est des textes assez fascinants parce qu'on voit, alors que tout le monde est dans une espèce de mystique nationaliste, on voit l'absurdité de la guerre. C'est très totalement. étonnant. Non, lui, il refuse tout. Alors, c'est très moderne. C'est un antinationaliste absolu. Oui. De toute façon, c'est quelqu'un qui considère que l'homme est incapable d'évaluer les événements de l'histoire. On sait que les hommes souffrent, on sait que les hommes meurent, on sait qu'il y a des apparitions de la Vierge. Mais l'homme est dans un tunnel, dans une obscurité totale. La croix lui sert d'une certaine façon de phare. La souffrance est un signe là où il y a de la souffrance, il y a de la vérité. Voilà. Mais l'homme ne sait pas ce qui se passe. Et il n'est pas question de s'engager politiquement, il n'est pas question de sombrer dans le nationalisme, même le patriotisme. Il n'a jamais été légitimiste. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a toujours compissé les dynasties royales, les Valois, les Bourbons, les Capets, tout, il ne veut pas même entendre parler. Lui, il est avec les pauvres, il est dans la pauvreté essentielle. Et donc pour lui, la Première Guerre mondiale, ça fait beaucoup de bruit, mais ça n'est pas l'Apocalypse. Et d'une certaine façon, Bernanos dira un peu la même chose. Oui, avant... Avec la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est ça, alors qu'il avait eu des il faut lire les derniers livres de Blois là-dessus, qui sont 2 chefs-d'œuvre, Dans les ténèbres et Méditation d'un solitaire, qui sont des livres de petites phrases. C'est parfait pour la méditation tragique. Ce sont de petites proses d'une intensité phénoménale et qui, à chaque fois, représentent comme les stations d'une sorte de passion intérieure de Blois extraordinaire. Est-ce qu'il a une bonne mort, Blois? Parce qu'un bon saint doit avoir une belle mort. Il est mort paisiblement, entouré des siens et de ses amis, les Maritains, et de sa femme Jeanne, qui était donc scandinave, et de ses filles. Non, il est mort très paisiblement, sans fracas ni déchirure. Sans renier. Comme Bernanos. Il est mort dans une espèce de calme à l'intérieur de lui-même, je ne sais pas, mais le personnage est mort dans la paix. Je l'ai dit, on arrive à la fin de l'émission, mais peut-être quand même un mot sur l'influence de Léon Blois. On a commencé à en parler. Vous avez cité un personnage important, Jacques Maritain. Donc c'est un peu étonnant parce qu'on n'imagine pas Maritain avec Léon Blois. Et pourtant, il lui doit tout. Et voilà. Et pourtant, Maritain qui vient du protestantisme libéral et Raïssa Maritain qui vient du judaïsme russe. Les deux ont été convertis par Léon Blois à Montmartre. Et après, il y a véritablement une sorte de présence de Léon Blois. Blois, ça n'a jamais été... c'est quelqu'un qui n'a eu aucun rapport pendant toute sa vie avec le milieu littéraire. Ce n'est pas un homme de lettres. Donc, il n'y a pas un public bloyen comme ça, qui attend le dernier Blois. C'est quelqu'un qui a été marginalisé, qui a... tenu dans cette marginalité. Et donc, c'est un peu comme une sorte de tour à l'écart, vous voyez, de maison sur la colline, de sites comme ça où on pèlerine. C'est un peu la Salette, Léon Blois. C'est joli. C'est un lieu écarté où l'on fait pèlerinage pour essayer de retourner en soi-même ou de se réveiller, de réactiver, je dirais, la spiritualité peut-être endormie. C'est ça, Blois. Donc, il y a une présence de Blois jusqu'à aujourd'hui. Blois, on peut prendre les choses les plus évidentes. Blois a été en livre de poche très vite. Blois a été, les œuvres ont été publiées au Mercure de France. Il y a toujours eu une présence de Léon Blois. Je veux dire, il n'a jamais quitté. On a toujours eu Blois à portée de la main. Ce n'est pas le cas d'autres, ce n'est pas le cas d'Ernest Hello, ce n'est pas le cas de gens comme ça qui... Il y a toujours eu Blois à portée de la main parce que, comment dirais-je, ça fait partie de ces... C'est un peu comme c'est comme Lautréamont, c'est comme Rimbaud. Je veux dire, c'est peut-être pas des gens qui sont des véritablement... qui créent une espèce de fond de sauce, qui crée une espèce de fond de sauce littéraire dans lequel on peut se reposer. Mais c'est le sel de la terre. C'est ça. Blois, c'est un peu le sel. Je veux dire, s'il n'y a pas de Léon Blois, avec quoi salera-t-on? Alors, justement, vraiment à la toute fin de l'émission, qu'est-ce que vous conseillez?
Par quoi on commence? Qu'est-ce qui vaut mieux? Alors moi, je conseille, on a la chance d'avoir un grand bloyen qui s'appelle Pierre Glaude, qui a donné des éditions, à mon avis, définitives des textes importants. Il y a chez Bouquin, les 2 tomes du journal, extraordinaire. À lire d'urgence. À lire d'urgence, c'est la France de la Troisième République sous le regard de Léon Bloy. C'est entre Jean-Pierre Mocky et... c'est absolument fabuleux et j'en sais rien. Côté un peu trash aussi. Hein, Pas trop, non. Il y a une espèce de virulence extraordinaire et la spiritualité, bien évidemment. Le Désespéré, édition de Cadonnet Pierre Glaude, et La femme pauvre, ça, les 2 romans. Les 2 romans. Et puis je conseillerais les textes de la fin, qui sont donc dans les ténèbres et Méditation d'un solitaire. Tout est à lire de Bloy, mais là, c'est des textes qu'on peut avoir avec soi, qu'on peut emmener avec soi et dont on peut lire des fragments. Oui, et comme vous dites, c'est quand même plutôt une littérature du fragment, donc c'est pas une littérature, on s'embarque pas comme dans les mémoires d'outre-tombe, on est sur des petites choses et on peut commencer comme ça. Pas du tout, ce sont des textes, d'ailleurs c'est très intéressant de voir les éditions originales de Bloy, le texte est composé sous la forme de petits pavés, comme ça. Et c'est un peu ça, je veux dire, c'est le pavé dans la mare, Bloy, ou alors c'est une espèce de, comment dirais-je, de talisman. Enfin, il y a quelque chose qui est de l'ordre un petit peu de l'objet comme ça qu'on a avec soi, qu'on a en main en permanence, quoi. Merci beaucoup, François Angelier. Merci de votre invitation. Qu'est-ce que vous préparez pour Mauvais Genre? D'abord, comment est-ce qu'on peut vous écouter si on a envie de... Alors, si on a envie de m'écouter... on a envie de vous retrouver, retrouver votre passion. Il faut aller sur France Culture tous les dimanches. On s'occupe du dimanche après-midi de nos contemporains à 15h. Et si on est pris à 15h, on peut me retrouver à 22h. Enfin, moi et l'équipe de Mauvais Genre. Bien évidemment, sinon je suis dans le monde des livres. Et le podcast, on peut aussi l'écouter. Notamment, le prochain, qu'est-ce que vous conseillez? Un bon roman, là, récemment? Un bon roman, alors là, vous me prenez de court. Ah ben c'était pour ça, c'était exprès. Attendez, ça n'est pas du tout du Mauvais Genre. Je recommande le dernier roman, La Fête des Mères, le roman de Richard Morgiève, qui est un auteur, qui n'est pas bloyen, mais qui est un romancier absolument extraordinaire. Eh ben, merci de votre conseil. Merci en tout cas de nous avoir fait découvrir Léon Bloy. Merci à vous. Merci de nous écouter. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et c'est comme François Angelier. Vous pouvez nous écouter, nous réécouter, nous podcaster, enfin tout va bien. On se retrouve la semaine prochaine.